tout de suite, notre grand angle. Un grand angle consacré ce soir à la variole du singe qui gagne du terrain. Le Mpox, comme on l'appelle également, est en pleine résurgence en Afrique. 16 pays du continent sont touchés. Des cas plus isolés ont également été détectés en Suède et au Pakistan, si bien que l'Organisation mondiale de la santé a déclenché cette semaine son plus haut degré d'alerte au niveau international. Bonsoir Alain Al-Salani. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous en plateau. Vous êtes pharmacien spécialiste des vaccins au sein de l'ONG Médecins sans frontières. Et nous sommes également en direct de Kinshasa, en République démocratique du Congo. Avec vous, Justin Eyong, bienvenue. Vous êtes coordinateur épidémiologique à MSF. Alors avant de vous donner la parole à tous les deux, je vous propose qu'on fasse d'abord un petit point sur la situation sanitaire mondiale avec Valérie Hortel de France Télévisions. C'est une première sur le sol européen. Un patient atteint du nouveau variant du Mpox, anciennement appelé la variole du singe, vient d'être diagnostiqué en Suède. La personne a été infectée au cours d'un séjour en Afrique, où sévit une importante épidémie de Mpox du sous-type clade 1. Le clade 1, un variant plus contagieux et plus mortel que les souches connues jusque-là. Il se manifeste par de la fièvre et des éruptions cutanées sur tout le corps. Il se transmet par des contacts rapprochés et par voie sexuelle. Cette nouvelle souche connaît une flambée en République démocratique du Congo. Face à cette résurgence, l'Organisation mondiale de la santé a déclenché l'alerte maximale au niveau mondial. Le risque de propagation en Afrique et partout dans le monde est très inquiétant. C'est clair qu'une réponse internationale coordonnée est essentielle pour stopper l'épidémie et sauver des vies. Depuis janvier 2022, plus de 38 000 cas ont été recensés en Afrique, dont 1456 décès. Ce matin, le Pakistan a aussi annoncé un premier malade. Va-t-on vers une nouvelle pandémie? Les médecins sont rassurants. Le plus important aujourd'hui, c'est la vigilance de l'ensemble des pays, la détection très précoce des cas, de façon à casser les chaînes de contamination par l'isolement des patients, et puis la disponibilité de la vaccination pour protéger les personnes les plus exposées. Il y a 2 ans, un vaccin efficace avait permis d'enrayer un début d'épidémie. Au Danemark, le laboratoire Bavarian Nordic s'est dit prêt à produire 10 millions de doses d'ici 2025. Alain Al-Salani, on va parler dans un instant avec vous de cette question des vaccins. Mais d'abord, cette résurgence de la variole du singe, elle vous inquiète à Médecins sans frontières? Alors elle nous inquiète, surtout que ça fait un moment, en tout cas en RDC, qu'on fait face à des cas de variole de singe. Mais je pense que mon collègue pourrait en parler mieux. Et on est effectivement soulagé que finalement cette déclaration de l'OMS intervienne. Et d'ailleurs, un jour avant, il y avait la déclaration de la African CDC, qui est l'agence de lutte contre les maladies liées à l'Union africaine, parce que donc il y a bien sûr l'intérêt médiatique que ça apporte, mais il y a surtout le fait que ces déclarations débloquent en fait des moyens pour vos qui vont organisations. permettre, alors pas forcément juste pour nous, mais surtout pour les gouvernements, pour mettre en place justement les plans tels que ça a été décrit dans le reportage, parce que effectivement il faut des plans complets qui impliquent la surveillance, la détection des cas, l'isolement, l'information à la population. Ce sont des choses qu'on fait déjà en tant que MSF en RDC depuis des mois, et donc avec un peu de chance, ça va permettre justement de débloquer les fonds nécessaires pour faire ça à plus grande échelle. Et on va revenir justement sur la façon dont s'organisent ces plans. Je voudrais avant cela qu'on parte en République démocratique du Congo, où on vous retrouve Justin Eyong, la RDC, pays particulièrement touché, c'est le pays d'ailleurs le plus touché. Le bilan est lourd, la variole du singe a fait 548 morts depuis le début de l'année. On parle de plus de 15 600 cas potentiels. Aujourd'hui, Justin Eyong, toutes les provinces de la République démocratique du Congo sont touchées sans exception. Oui, d'ailleurs, déjà merci de m'accueillir. Un communiqué du ministre de la Santé le disait encore hier, quasiment toutes les régions, toutes les provinces du pays ont notifié au moins un cas. Le pays est actuellement sévèrement touché et toutes les tranches d'âge sont affectées. Et la tranche d'âge
la plus affectée, c'est celle des moins de 15 ans, qui représente 56% chez les cas et 79% chez les décès. Quand vous dites les plus affectés, ce sont les moins de 15 ans, ça veut dire très concrètement que lorsqu'on a moins de 15 ans, on a plus de chances de mourir de la variole du singe? Alors moi, c'est ce que présentent les chiffres aujourd'hui, mais ça nécessite de prendre en compte plusieurs facteurs pour pouvoir conclure cela. De prendre du recul avant effectivement de tirer évidemment des conclusions. Comment tout cela est vécu en République démocratique du Congo? Est-ce que ça suscite, Justin Yong, une certaine psychose au sein de la population? La psychose n'a pas été observée au sein de la population. Une bonne partie de la population est encore méconnaissante de cette maladie. C'est pourquoi d'ailleurs un gros accent est mis sur la communication, la sensibilisation des populations sur cette maladie, ses moyens de contamination, sa symptomatologie et sur les mesures à prendre si si des signes, symptômes sont observés. Alain Al-Salani, on est aujourd'hui face à une situation qui est quand même assez inquiétante au niveau mondial. On parle de la République démocratique du Congo, évidemment, puisque c'est le pays le plus touché. Il y a 4 voisins quand même de la RDC qui sont également touchés. On parle de 16 pays d'Afrique. Il y a des cas aujourd'hui qui se déclarent en Europe, au Proche-Orient. Comment est-ce qu'on s'organise très concrètement pour répondre à une telle épidémie qui se déclare à des points finalement géographiques assez éloignés les uns des autres? C'est justement le rôle de l'OMS de pouvoir mettre en place et coordonner une réponse entre ces différents pays, mais c'est aussi le rôle grandissant, je trouve, depuis la pandémie de Covid, d'institutions africaines, donc notamment la African CDC, l'Union africaine, qui elle aussi va débloquer des fonds, donc indépendamment de l'OMS. Donc on a des fonds du coup qui viennent de deux institutions différentes. Ces fonds vont permettre justement de mettre en place cette réponse qui comporte plusieurs volets. La vaccination étant une partie de cette réponse, mais bien entendu, l'essentiel, c'est des réponses qui demandent quand même une certaine organisation structurelle qui, malheureusement, est parfois absente dans certains pays. D'où donc l'intérêt vraiment d'investir dans des choses comme la surveillance, les capacités de laboratoire, les capacités de diagnostic, l'information à la population. Tout ça va contribuer donc à l'objectif, parce que l'objectif, il a été mentionné dans votre reportage, c'est vraiment d'endiguer la propagation du virus et la vaccination va participer bien entendu à cet effort. Justin Yong, la vaccination, elle est pratiquée aujourd'hui en République démocratique du Congo face à la variole du singe ou pas encore? Eh bien, pas encore. Et c'est là l'un des gros challenges aujourd'hui, dans la mesure où le gouvernement congolais a validé 2 vaccins, mais qu'il a du mal à obtenir. Et il est notamment en train de mener un certain nombre de négociations, que ce soit avec des États ou alors avec des partenaires techniques et financiers. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait obstacle justement à l'obtention par l'État congolais de ces vaccins? C'est le prix de ces vaccins? En réalité, je ne saurais le dire. Ça pourrait être le prix, ça pourrait être la disponibilité physique auprès des fabricants. Plusieurs facteurs peuvent être considérés. Justin Yong, je le disais tout à l'heure, ce qui est inquiétant, c'est qu'il y a quand même des cas de variole du singe qui se sont déclarés, qui ont été signalés dans 4 pays voisins de la République démocratique du Congo. Et ça, il me semble que c'est la première fois. On parle du Burundi, du Kenya, du Rwanda et de l'Ouganda. Est-ce qu'il y a une coopération entre votre pays et ces pays? Je pense notamment au Rwanda, avec qui on sait les relations entre la RDC et le Rwanda ne sont pas forcément au beau fixe sur le plan politique. Est-ce que sur le plan sanitaire, vous arrivez quand même à mettre en place une forme de coopération? Alors, personnellement, je ne... Comment dire ça? Je ne saurais dire s'il y a une coopération dans la mesure que le contexte sociopolitique est assez sensible actuellement, mais ce qui est sûr, c'est que les informations sont assez bien partagées entre les pays. C'est-à-dire que dès les premières notifications dans les pays voisins, les autorités congolaises ont aussi été informées de cela. Et il y a un certain nombre de mesures qui sont mises sur pied, notamment au niveau des frontières, au niveau des postes d'entrée,
pour pouvoir mitiger. Et pour ça, je veux croire qu'il y a une certaine collaboration, même au niveau local, pour éviter cette propension-là. Alain Al-Salani, ce partage d'informations qu'évoque Justin Yong, c'est un des éléments, des piliers, on imagine, de la réponse, des mécanismes qui peuvent être mis en place pour essayer de freiner l'expansion de l'épidémie? Tout à fait. Je pense que c'est le rôle que va jouer aussi la African CDC, au-delà effectivement de conflits potentiels qu'il peut y avoir entre les pays. Cette agence notamment va par exemple chercher à acheter un certain nombre de vaccins auprès des labos qui les fabriquent et va avoir un rôle dans l'allocation de ces vaccins selon des critères épidémiologiques. Après, effectivement, vous avez posé la question sur les barrières à la vaccination. Donc il faut savoir qu'aujourd'hui, les vaccins, il y a deux sources de vaccins. Donc il y a les vaccins qui ont été achetés par les pays riches pendant l'épidémie de 2022-2023, qui a touché surtout, il faut dire, l'Occident, donc les États-Unis et l'Europe. Et on sait que ces pays se sont prémunis de stocks stratégiques qui existent toujours. On ne connaît pas exactement leur taille, mais on sait que on pense que ça s'élève à plusieurs millions de doses. Donc on attend des donations. Il y a eu déjà certaines déclarations. Donc on sait que, par exemple, la Commission européenne va donner 170 000 doses à la African CDC, justement. Le labo qui va aussi faire une donation de 40 000 doses. Après, il faut savoir que le directeur de l'African CDC a estimé que jusqu'à 10 millions de doses seraient nécessaires pour répondre à l'épidémie actuelle en Afrique. Donc on est loin, très très loin de ce qui serait nécessaire. On est loin de ce qui serait nécessaire, mais ce qui est quand même intéressant dans cette crise, et c'est peut-être la comparaison intéressante qu'on peut faire par rapport à la pandémie de Covid-19, c'est qu'on a le sentiment que ces institutions sanitaires africaines, aujourd'hui, elles essayent quand même de prendre le lead sur la situation. Elles ne subissent pas, elles essayent quand même d'engager, de se mobiliser, en tout cas de façon assez sérieuse pour répondre à cette crise. Absolument, je pense que des leçons ont été tirées de ce qui s'était passé pendant la pandémie, et notamment cette situation qui a été décrite comme un apartheid en fait d'accès aux vaccins, où effectivement les pays les plus riches ont accaparé toutes les doses qui étaient produites pendant presque un an. Donc aujourd'hui, ces pays-là ne veulent plus être dans cette situation. Ils ont compris aussi l'importance de la dimension régionale, et donc l'Africa CDC effectivement possède aujourd'hui des fonds propres qui vont lui permettre d'acheter ces vaccins. On a entendu aussi que Bavarian Nordic, qui est donc un des fabricants, est prêt à augmenter sa capacité de production. Après, le vaccin reste extrêmement cher. On sait que les pays occidentaux ont payé aux alentours de $100 la dose. Il faut 2 doses par patient. Donc vous pouvez imaginer que pour beaucoup de pays à faible revenu, c'est beaucoup d'argent. Et donc on attend aussi du labo de revoir sa politique de prix pour avoir un prix qui est plus adapté à la réalité financière et à la capacité de payer de ces pays. Et justement, par rapport au coût très élevé de ces vaccins que vous évoquez, est-ce qu'on peut imaginer qu'une des solutions qui soit proposée, ou plutôt imposée aux populations, ça soit un peu à l'image de ce qu'on a vécu lors de la pandémie de Covid-19, le confinement de la population? Alors moi, j'en ai pas encore entendu parler, et je pense que ce serait vraiment difficile à l'heure actuelle d'imposer une telle mesure. Parce qu'on n'est pas encore en situation de pandémie comme c'était le cas lors du Covid. Tout à fait, oui. Justin Yong, une dernière question pour vous. La variole du singe, elle a été diagnostiquée pour la première fois en 1970 dans votre pays, la RDC. À l'époque, c'était le Zaïre. On peut dire que la RDC a une certaine expérience de la gestion, de la coordination pour freiner ce genre d'épidémie, de crise sanitaire. Quels sont pour vous les grands enseignements que votre pays et que votre ONG a pu tirer des précédentes vagues épidémiques? Alors, les grands enseignements que ce soit le pays en lui-même ou les organisations comme Médecins sans frontières ont pu tirer, c'est premièrement l'identification, le diagnostic, les capacités de diagnostic de la maladie. Dans un contexte aussi complexe que la République démocratique du Congo, et où l'accès aux personnes dans certaines contrées est excessivement difficile, la connaissance de la maladie permet aux équipes de pouvoir connaître la maladie, identifier des cas suspects avant que ceux-ci ne puissent éventuellement être confirmés au niveau du diagnostic. Deuxièmement,
toutes les mesures, j'ai envie de dire IPC, de prévention, toutes les mesures de contrôle sont assez bien connues. Et au niveau du pays, le ministère de la Santé a mis en place l'Institut national de santé publique qui ne cesse de renforcer son expérience, son expertise dans ce type de situation. Dans ce type de situation. Merci beaucoup à vous, Justin Ayong, coordinateur épidémiologique à Médecins sans frontières en RDC. Merci d'avoir répondu à nos questions. Et merci à vous également, Alain Al-Salani, pharmacien spécialiste des vaccins à MSF. Merci pour votre éclairage à tous les deux.